on va peut-être plus particulièrement voir les techniques d'investigation du champ, qui sont liées au champ de l'alimentation, avec l'intervention de Stéphane Servet, qui est professeur de physiologie-nutrition au laboratoire de l'INSERM, sur la science et cancer. Voilà. Donc là, ça, je pense que ça va être plus orienté sur l'alimentation. Alors là, on change de champ, là, ça va être alimentation, santé. Très bien, alors je vais... Voilà, c'est un autre champ, j'ai été présenté. Alors en plus de mon activité de recherche à l'Université de Tours dans le champ nutrition cancer, je suis aussi responsable de la formation diététique à l'université. Donc je viens plutôt d'ailleurs ici les enquêtes alimentaires, méthodologie. C'est plutôt ma casquette de responsable de l'option diététique, parce que c'est des choses qui sont utilisées régulièrement. Donc si on définit les enquêtes alimentaires, ben, c'est l'ensemble en fait, des techniques et des méthodologies qui vont être utiles pour collecter des données voilà, qui sont spécifiquement liées directement aux habitudes alimentaires, donc soit d'individus voilà, seuls, soit d'un groupe d'individus. Donc c'est utilisé dans le domaine nutrition-santé, ben, par exemple pour suivre un patient qui doit suivre un régime, donc pour s'assurer que le patient suit son régime, donc en suivant par exemple le poids, voir la compliance du patient à certains régimes, parce que certains régimes sont très contraignants, donc la compliance n'est pas toujours optimale. On peut aussi utiliser ces techniques d'enquête alimentaire pour des études cliniques, expérimentales, voir comment certaines pathologies peuvent impacter les comportements alimentaires ou comment certains nutriments ou médicaments peuvent impacter les pathologies. Et puis bien sûr, il y a tous les aspects épidémiologiques, donc, pour avoir une idée de l'évolution et de ce qui se passe au niveau de la population, de grandes populations. Alors, les données qu'on collecte dans ce genre d'enquête alimentaire sont des données qui nous permettent d'obtenir des quantités de nutriments consommés. Un individu, on va savoir, voilà, il mange tant de grammes de viande, etc. On peut le convertir en kilocalories. Alors, ça a un intérêt d'observer cette notion globale, parce que vous devez savoir, la masse corporelle, le poids de l'individu, ben, c'est dû à l'équilibre entre ce qu'il ingère et ce qu'il dépense. Et donc, quand on s'intéresse à ce qu'il ingère, on peut aussi en parallèle, dans les enquêtes, s'intéresser à l'énergie dépensée. Et puis, ça peut avoir des conséquences à long terme sur l'évolution de la masse corporelle. Et donc, dans les thématiques actuelles de surpoids et d'obésité, c'est très en vogue. On peut obtenir bien sûr des choses un peu plus précises, donc en parlant de macronutriments, c'est-à-dire combien de glucides, de lipides et de protéines sont ingérés, la répartition. Et puis on peut aller encore un petit peu plus précis, c'est-à-dire que dans les glucides, on a des glucides qui sont complexes et on a des glucides qui sont simples, c'est le sucre en soi, les glucides complexes, c'est les fibres, les céréales, etc., qui vont avoir des conséquences physiologiques et au niveau pathologique qui vont être différentes. Les lipides, on a différents types de lipides. Vous avez certainement dû beaucoup entendre parler des oméga 3 qui sont bons pour la santé, etc. Le cholestérol et toutes les polémiques qu'il y a dessus. Les protéines aussi, protéines animales, végétales, on peut creuser. On peut aussi voir, maintenant on commence à parler de protéines lentes et de protéines rapides, peu importe. On peut creuser, on peut aller même jusqu'aux micronutriments, ce qui est assez intéressant. On peut savoir effectivement combien de vitamines, enfin, savoir pour chaque vitamine, on peut estimer combien sont consommés par les individus, les éléments traces comme le fer, etc., calcium. Et tout ça, toutes ces analyses-là et ces quantifications-là peuvent être comparées aux références, donc aux apports nutritionnels conseillés à la population. Alors comment on passe de j'ai mangé à midi donc un travers de bœuf, sauce, etc. Et bien en fait on utilise des tables de composition des aliments. Donc il y en a plusieurs. Donc là j'ai pris juste l'illustration de la table SQL, où en fait on recherche par nom ou par famille, on cherche un aliment et on retire, et c'est très rapide, on a l'aliment, et puis après pour 100 grammes, là je vous ai pris le café. J'étais sûr qu'il y en a qui consommerait du café. Donc
On va savoir combien un café expresso non sucré, combien ça apporte de calories, combien il y a d'eau, combien il y a de protéines, combien il y a de glucides, etc. Et après, donc, ça, on passe ça dans un logiciel qui permet de calculer automatiquement les apports de tous ces éléments pour l'individu. Notez qu'il y a beaucoup de vitamines dans le café et que les recommandations de l'Agence européenne pour l'alimentation ont été revues à la hausse. C'est-à-dire que maintenant, on conseille de prendre 4 cafés par jour parce que ça pourrait être bon pour la santé. Ouais. Mais 4, hein. Les 4, ouais. Voilà, pas La plus. vitamine C en particulier? Les antioxydants et la caféine. Ouais. La caféine, enfin bon, on va pas débattre là-dessus. Alors, c'était les premiers éléments étaient quantitatifs. On peut aussi faire du qualitatif en nutrition santé, dans le sens où on peut calculer des scores sur la diversité alimentaire, c'est-à-dire est-ce qu'un individu consomme toujours les mêmes plats ou s'il a une certaine diversité. On peut aussi avoir des scores sur, par exemple, le score diététique vasculaire, qui est un score qui a été développé il n'y a pas très longtemps, qui permet, en fait, en analysant certains paramètres de l'alimentation, de savoir si, finalement, la personne qui répond au questionnaire a des risques plus importants de développer une pathologie cardiovasculaire, s'il a une alimentation pro-pathologie cardiovasculaire ou anti. Donc, c'est un peu, donc, tout ça donne un score, et puis après, on compare le score. Alors par exemple, le score diététique vasculaire, on va s'intéresser surtout aux oméga 3 qui sont qui sont protecteurs. On va s'intéresser aux oméga 6 qui sont plutôt des facteurs aggravants, etc. Donc, mais c'est une analyse très, très générale. Je vais essayer de faire très vite. Alors comment on peut, côté méthode, comment on peut analyser le comportement alimentaire? Alors, il y a des méthodes indirectes et des méthodes directes. Donc, dans les méthodes indirectes, il y a la méthode per capita. En fait, c'est simple, on étudie la consommation globale, la disponibilité de la nourriture par habitant. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la consommation, justement, c'est de la disponibilité. Alors ça, c'est surtout utilisé pour des larges l'évolution à très large échelle des habitudes alimentaires. Donc on peut obtenir après des données comme ça, hein, l'évolution de pourcentage des glucides et des lipides dans l'alimentation depuis 1800 à 2000. On voit que les lipides ont pris une part supérieure aux glucides ces dernières années. Certains iront faire vite un parallèle avec l'augmentation de l'obésité, mais pas que. Autre méthode indirecte, eh bien, c'est une possibilité, c'est de regarder en fait ce qu'achètent les familles. Donc on peut faire ça donc, sur une famille. La famille note tout ce qu'elle achète au niveau alimentaire. Alors après, il y a des limites à tout, c'est-à-dire que effectivement, il faut déjà avoir une certaine éducation pour pouvoir lire, écrire, etc. Il ne faut pas oublier certains éléments. Et puis tout ce qui est fait à l'extérieur, donc quand on va manger au restaurant, c'est pas acheté en soi, ça rentre pas dedans. Et puis on ne prend pas en compte le gaspillage alimentaire. Mais c'est déjà des choses qui sont assez intéressantes. Et on peut faire ça en collectivité, dans une restauration collective. On peut aussi faire le bilan de ce qui est acheté, de ce qui est jeté. Pour ce qui est des méthodes directes, c'est des méthodes d'interview, donc c'est très bien, ça a été introduit avant, avec toutes les limites que peuvent avoir les entretiens. Alors il y a différentes méthodes. On peut demander, on rencontre un individu, on lui demande qu'est-ce qu'il a mangé dans les 24 heures. Alors c'est une méthode qui est assez facile à mettre en œuvre. On peut interroger un grand nombre de personnes, mais c'est pas très précis. Mais c'est utilisé quand même. On peut demander aussi l'histoire alimentaire, donc c'est-à-dire que pareil, on fait un entretien, mais on questionne la personne sur un beaucoup plus long terme. Alors le top du top, c'est la pesée de la nourriture. Alors bien sûr, ça c'est très contraignant, ça peut s'appliquer qu'à des tout petits effectifs. Mais soit quelqu'un vient peser la nourriture pour la personne ou le groupe de personnes étudiées, soit c'est la personne, la famille, qui pèse effectivement tout ce qu'il mange et tout ce qu'il jette. C'est très précis, mais très lourd. Après, on peut avoir de l'enregistrement individuel par soi-même. Donc, généralement, c'est un semainier. Donc, la personne interrogée va compléter sur une semaine ce qu'il a mangé. Alors, il y a énormément de biais à toutes ces études. C'est-à-dire que
pour moi, c'est de la subjectivité. Effectivement, une personne, pour le même nombre de calories, 600 kilocalories, on a 2 repas différents. Pour certaines personnes, vont dire qu'ils ont mangé, ils ont bien mangé, et d'autres, je n'ai pas assez mangé, parce qu'en fait, ça représente le même nombre de calories. C'est juste un exemple, mais effectivement, on a tous eu un avis différent sur quand on est rassasié ou pas. Et puis, ce qui est difficile, c'est quand on fait une enquête alimentaire, on dit, bah voilà, combien vous avez mangé de grammes de viande, combien vous avez bu de millilitres de vin, de soda et tout. Ben, j'ai bu un verre. C'est combien un verre? Donc, il y a des outils qui ont été développés, donc, où en fait les personnes qui font les entretiens ont donc des documents comme ça qui permettent d'indiquer, ben voilà, qu'est-ce que vous buvez et dans quel verre vous le buvez. Et ça permet d'être quantitatif. Bon, c'est pas parfait non plus, hein. Il y aura toujours celui qui dit bah, moi je prends une chope, elle n'est pas sur votre truc, on fera autrement. Hein. Donc ça se fait aussi vraiment sur tout. Hein. C'est l'INSERM qui a développé ça il y a très longtemps. Vous voyez, le beurre, la quantité de beurre, c'est hallucinant. L'huile qu'on met dans la poêle, si on veut tout quantifier, il faut vraiment aller dans l'assaisonnement, les boissons, tout. Donc si on peut être très précis, mais ça prend beaucoup de temps. Alors, deuxième inconvénient, deuxième limite de ces enquêtes-là, c'est la sous-estimation. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut se sentir jugé en répondant aux questions, sachant que quand c'est alimentation santé, voilà, j'ai mangé McDo hier, ou c'est pas bien, surtout si c'est une diététicienne qui fait l'entretien, ou un médecin, ça peut poser des problèmes. Donc on se sent jugé. Alors ça, c'est des vieilles études qui ont montré en fait que ça, c'est ce qui a été déclaré par les patients, donc en nombre de calories. Et puis ça, c'est ce qui a été calculé, donc c'est la dépense énergétique que les individus devaient avoir. Et en fait, on s'aperçoit que, par exemple, dans cette étude, la déclaration semble correspondre à l'énergie dépensée. Hein, donc on est à 100% d'adéquation. Par contre, certains déclarent qu'ils ingèrent que 1940 kilocalories, alors qu'ils ont besoin de 3390 calories. Donc ça veut dire qu'ils perdent du poids, parce qu'ils mangent très peu. Donc c'est des gens qui perdent du poids. Alors ce qui est assez marrant, c'est que moi, mes étudiants, on leur fait faire des enquêtes alimentaires comme ça, sur eux-mêmes, et même eux, c'est des étudiants de 2e année de diététique qui sont au courant de ça, ils sous-estiment leurs apports de moitié. Parce qu'ils ne peuvent pas non plus dire qu'ils mangent de la mayo à chaque repas, etc. Donc ça, c'est une notion qui est importante, cette sous-estimation. Alors justement, pour éviter ce genre de situation et de limite à ces études, eh bien, calculer la dépense énergétique, c'est facile. Il y a des formules qui sont assez correctes. Et puis voir, comme le tableau le montrait, la différence entre ce qu'on déclare manger et ce qu'on devrait normalement dépenser. S'il y a un trop gros écart, c'est qu'il y a un problème. On peut aussi inclure des questions spécifiques pour essayer de voir les individus qui pourraient faire de la restriction cognitive. Donc, par exemple, est-ce que votre poids est stable? Reposer des questions formulées différemment. Bien sûr, il faut que la personne qui fasse passer l'entretien soit une personne expérimentée. Et là, je reviens à ce qui a été dit juste avant. On change un petit peu maintenant les pratiques. Par exemple, dans le cadre de l'obésité, eh bien, les personnes qui essayent d'étudier le comportement alimentaire, entre autres, eh bien, elles vont directement chez les personnes pour voir un petit peu, en plus, voilà, qu'est-ce qu'elles ont à disposition pour cuisiner, qu'est-ce qu'elles ont dans les placards, qu'est-ce qu'elles ont dans les frigos. Donc c'est un plus, comme quoi on y vient tous. Et puis bien sûr, on peut, en fonction de la qualité et l'organisation de l'étude, on va optimiser. Alors, vu de ce point de vue-là, ça fait quand même beaucoup de biais pour les enquêtes alimentaires en nutrition santé. Mais en fait, là, c'est une citation qui dit que finalement, si on est conscient des biais qui sont présents, voilà, on peut quand même tirer des interprétations, que ce soit au niveau épidémiologique ou etc. Donc, si on garde les biais et les limites qu'il y a dans ces méthodes, on peut en faire quelque chose. Merci. Bien, un grand merci, parce que là, on voit bien l'articulation, effectivement, entre toutes les méthodes qu'on a vues et la façon dont ça s'applique avec ses biais, avec ses difficultés quand on travaille plus précisément sur l'alimentation. Et puis tout cet ensemble de protocoles, enfin il y aura certainement aussi des questions sur la manière dont l'INSERM, toutes les enquêtes que vous avez présentées
sont faits par, enfin, je veux dire, les protocoles d'enquête, c'est l'INSERM qui les a construits. Non, non. Non, 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 c'est...